fait l'actualité nationale ce soir sur Golf TV Africa. Un dispositif original de volontariat destiné aux jeunes nationaux des pays membres de l'UEMOA, c'est le projet Talent africain à l'international. Il a été officiellement lancé ce jour à Cotonou. Évaluation du système de protection sociale lié au VIH-Sida au Bénin. Les travaux ont démarré depuis ce matin à Cotonou. Golf TV Africa était à la cérémonie d'ouverture des travaux. Remise de kits scolaires aux écoliers des départements du Mono, initiative du ministre de l'Énergie pour rappeler aux acteurs de l'éducation l'engagement du gouvernement et de son chef à offrir de meilleures conditions aux apprenants. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Bienvenue à la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. C'est le siège de l'information. Merci de choisir le siège de l'information pour toujours vous informer. Merci d'être au rendez-vous sur Golf TV Africa. Le projet Talent africain à l'international a été officiellement lancé ce jour à Cotonou. C'est un dispositif original de volontariat destiné aux jeunes nationaux des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le projet TAI s'appuie sur les stratégies nationales de développement et complémentaires des autres programmes de volontariat et de soutien au développement existant. Jeunes emploi, PME et initiatives de la diaspora. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a officiellement procédé au lancement officiel de travaux. Golf TV Africa était de la partie, imagez ça. Plus besoin de quitter son pays pour développer son employabilité lorsqu'on est béninois, burkinabé, ivoirien ou encore sénégalais. Le Bénin, à travers son projet Talent africain à l'international, se positionne pour régler le problème. Ce projet entre en effet dans sa phase opérationnelle et permettra de répondre aux besoins de qualification des jeunes en les rendant plus performants dans le domaine du business pour le compte de l'entreprise qui les mandate, de répondre aux besoins de nombreuses entreprises et investisseurs qui choisissent le Bénin ou les autres pays pour développer leurs activités, ou encore assurer au sein de l'espace communautaire le développement des échanges pour le business et l'échange intra-africain. Les crises que nous voyons, les crises mondiales que nous voyons aujourd'hui, il y a eu Covid, puis il y a la guerre, nous montrent que si nous voulons que nos économies soient résilientes, nous devons développer cette capacité à faire en sorte que ce que nous produisions, nous puissions le transformer sur place. Nous avons la ressource humaine, nous avons les jeunes, nous avons la jeunesse de nos populations, nous avons une capacité de résilience et nous souhaitons vraiment que nous puissions nous appuyer sur nos forces pour que nos jeunes puissent trouver des emplois ici. Ces emplois sont des emplois, je dirais, qualifiés, parce que ces jeunes seront soumis à la volonté, détermination des chefs d'entreprise de pénétrer un certain nombre de marchés. Le projet offre à 200 jeunes diplômés l'opportunité de travailler dans les entreprises de l'UEMOA avec le statut de volontaires internationaux en entreprise. L'UEMOA est le fruit du vœu des États membres de créer un espace régional intégré, favorable au développement socio-économique dans un esprit de complémentarité. Les fondateurs de notre union ont ainsi voulu, en particulier, créer entre les États membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux, le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur une politique commerciale commune.
Le projet TAI a vocation à renforcer le développement international des entreprises dans le cadre du mandat des organisations de promotion du commerce de l'espace UEMOA en facilitant l'accès des jeunes talents diplômés et motivés, mais pas seulement. TAI est un dispositif innovant d'appui au commerce international pour l'emploi des jeunes diplômés et le développement régional des entreprises. En effet, le dispositif Talent africain à l'international se positionne comme un créateur d'opportunités pour les jeunes et les entreprises de l'espace UEMOA en s'appuyant sur 3 principaux objectifs. Développer l'internalisation des entreprises de l'UEMOA en leur facilitant l'accès à des cadres internationaux jeunes, motivés et compétents, favoriser l'employabilité des jeunes diplômés en leur offrant une expérience internationale d'1 à 2 ans en entreprise, et enfin, renforcer les échanges commerciaux intra-UEMOA. C'est la phase pilote du projet qui est officiellement lancée et son financement est assuré par l'ambassade de France. La partie opérationnelle est portée par le réseau des organismes de promotion du commerce ROPC et Business France. Rapport d'évaluation du système de protection du VIH au Bénin. Les travaux ont démarré depuis ce matin à Cotonou. Gulf TV Africa était à la cérémonie d'ouverture des travaux. On fait le point. Atelier de validation du rapport de l'évaluation du système de protection sociale lié au VIH-Sida au Bénin ce jeudi 15 septembre à Katia Hotel. Vous voir aussi nombreux à répondre à notre invitation à cet atelier est le signe du grand intérêt que vous portez à cette évaluation et augure de bons auspices quant à la qualité du document final qui sortira de cette rencontre. L'atelier qui nous réunit ce jour est l'aboutissement d'un long processus qui a permis, avec l'appui des consultants recrutés à cet effet, d'apprécier la sensibilité des politiques, programmes et stratégies mises en œuvre dans notre pays au VIH-Sida et de faire des recommandations pertinentes pour une meilleure prise en compte de cette pandémie et des personnes qui en sont affectées ou infectées. Éric Verschuren, directeur pays du programme commun des Nations Unies sur le VIH, a rappelé l'importance du système de la protection civile lié au VIH et le rôle de l'ONU-SIDA pour cet axe. Nous savons que les systèmes de protection sociale permettent de réduire ces inégalités entre les sexes, les inégalités de revenus et l'exclusion sociale, qui sont autant de facteurs de risque de contracter le VIH. Il facilite également l'accès des personnes aux services de lutte contre le VIH et autres services de santé et permettent d'amortir l'impact social et économique du VIH sur les ménages et les individus. La protection sociale fait reculer le risque d'infection à VIH, augmente l'observance du traitement contre le VIH et la tuberculose et favorise la résilience. Le travail de l'ONU-SIDA sur la protection sociale vise, premièrement, la promotion auprès des gouvernements de l'élargissement de la prise en compte du VIH dans le programme de protection sociale. Deuxièmement, le soutien à la génération et à l'application des données probantes et d'informations stratégiques sur le VIH et la protection sociale. Troisièmement, permettre de mesurer le suivi des progrès vers les engagements d'une stratégie qui vise à renforcer les systèmes nationaux de protection sociale et de protection de l'enfance avec le VIH. Et finalement, la coordination et l'orientation des partenaires travaillant sur la protection sociale pour un engagement cohérent dans la réponse au VIH. Une protection civile désormais réelle grâce à des partenaires techniques et financiers.
Ce groupe se rassemble une fois par mois et réunit une trentaine de structures, agences des Nations Unies, organisations non gouvernementales, banques de développement et missions diplomatiques. L'objectif est de s'assurer que les actions portées partout soient menées en synergie et conformes aux orientations stratégiques du MASM. Les résultats de ce rapport permettront d'améliorer la prise en charge des questions liées au VIH-Sida dans les documents stratégiques du Bénin. Des kits scolaires aux orphelins de militaires décédés en activité hier au séjour au Bénin. C'est à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue à l'amphithéâtre Bertin Karovi à l'état-major général de Cotonou. Ceci entre dans le cadre du projet aux orphelins mineurs et enfants vulnérables initié par le ministre de la Défense. Le projet vise à améliorer les conditions d'études et de vie de ces orphelins en attendant l'opérationnalisation des services sociaux créés dans toutes les garnisons du Bénin. Golf TV Africa, imaginons. L'amphithéâtre Gaston Karovi de l'état-major général a abrité ce jeudi la cérémonie de remise de kits scolaires à 120 orphelins mineurs de militaires décédés en activité pour le compte de la rentrée académique 2022-2023. Ceci dans le cadre du projet d'appui aux orphelins mineurs et enfants vulnérables initié par le ministre de la Défense nationale. Par ce geste, le gouvernement s'engage à renforcer davantage le dispositif de soutien et de prise en charge des personnels engagés dans la lutte contre les nouvelles menaces, notamment le terrorisme, l'extrémisme violent, la piraterie maritime, les trafics illicites de tout genre. Être soldat, c'est un sacerdoce. Être soldat, c'est être prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême. Ces militaires qui nous ont quittés, mais qui restent toujours dans nos cœurs, ne doivent pas être oubliés. Nous devons en toutes circonstances continuer à les honorer et surtout éviter que leurs familles ne tombent dans l'errance, ne tombent dans le besoin. C'est donc pour cela que nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour leur apporter un appui ponctuel. L'enjeu donc de cette cérémonie de remise de kits, c'est de parvenir à prévenir les échecs scolaires et la déperdition chez les enfants orphelins de militaires et à les maintenir dans le système éducatif jusqu'au plus haut niveau. Félicitations. Je te souhaite beaucoup de réussite pour cette année académique 2022-2023. Et que tu sois parmi les 5 premiers de ta classe pour que l'année prochaine, un cadeau spécial te soit offert. Merci. Le gouvernement a initié le projet de loi portant un régime de prise en charge du personnel victime en mission commandée et de leurs ayants droit, qui est à l'étude actuellement à l'Assemblée nationale. Le champ d'application de ce projet de loi prendra effet à compter du 1er décembre 2021, date de la première attaque. Chers enfants, dans la situation qui est malheureusement la vôtre, vous devez suivre les conseils de ceux qui ont aujourd'hui la charge de votre éducation. Évitez les fréquentations qui compromettent votre avenir et réussir à tout prix dans vos études pour faire honneur à ces héros de la nation. L'initiative est louable et touche les bénéficiaires qui se disent reconnaissants et promettent faire bon usage de ces kits scolaires. Nous avons longtemps pensé que nous avons été abandonnés et oubliés par l'institution militaire après que nous ayons perdu nos parents. Mais l'activité de ce jour vient démontrer que les orphelins de militaires constituaient une préoccupation pour les autorités du ministère de la Défense nationale en général et des forces armées béninoises en particulier. Je voudrais vous rassurer que nous ferons bon usage des kits scolaires qui nous sont offerts ce jour. Nous vous rassurons que nous ne vous décevrons pas. Nous travaillerons en vue d'exceller dans nos classes. Notre souhait est que cette activité soit pérennisée et renforcée par la lutte contre la violence faite aux enfants
en vue d'assurer notre plein épanouissement. Bon, ça m'a beaucoup fait plaisir, ça nous a trop aidé, vraiment. Je ne sais plus quoi dire, vraiment. Donc merci le président, je vous remercie beaucoup. Cette année, 635 enfants orphelins de militaires décédés et enfants vulnérables ont été recensés dans les différentes composantes des forces armées béninoises au 1er août 2022. À ce jour, plus de 350 kits ont déjà été distribués aux ayants droit dans les garnisons du nord, du centre et du sud du pays dans les périodes du 22 au 26 août et du 29 au 1er septembre. Encore des kits scolaires à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023. Cette fois-ci aux écoliers des départements du Mono. Le donateur, le ministre béninois de l'Énergie. Occasion pour l'autorité de rappeler aux acteurs de l'éducation l'engagement du gouvernement et de son chef à offrir de meilleures conditions aux apprenants. La cérémonie a eu lieu à l'école primaire publique. 2 kilos de commun. Golf TV Africa y était aussi. Spérois aussi, nous, janvier Elette. Les âmes innocentes du complexe scolaire 2 kilos de Comé, honoré par le ministère de l'Énergie et son partenaire Vinci Énergie. En effet, à la veille de la prochaine rentrée scolaire, les apprenants de l'établissement ont bénéficié de kits scolaires dans le but de soulager les peines de leurs parents. Satisfaction pour les apprenants et la directrice du dit complexe qui salue cet acte majeur qui sera inscrit dans les annales de la commune. Chers donateurs, par ces dons de kits scolaires, vous avez fait oublier les soucis financiers des parents. Tous les acteurs du complexe scolaire de 2 kilos vous témoignent leur gratitude. Les mots nous manquent pour qualifier vos gestes. Cette cérémonie qui nous réunit ce jour, jeudi 15 septembre 2022, sera inscrite d'une encre indélébile dans l'histoire du complexe scolaire de 2 kilos en particulier et de la commune de Comé en général. Monsieur le ministre, nous ne tarirons jamais de remerciements à votre endroit. Grâce au projet d'accès durable et sécurité du Bénin à l'énergie électrique, patronné par le ministère de l'énergie électrique, et dont l'entreprise Vinci Énergie est chargée de sa réalisation, nous obtenons ce jour, jeudi 15 septembre 2022, des kits scolaires composés de cahiers, bics, gommes, ardoises, sacs d'écolier, des chaussures et des tenues kaki. Quel soulagement pour nos parents! Quel instant de bonheur pour nous, apprenants du complexe scolaire de 2 kilos. Nous vous remercions infiniment pour ce geste salvateur. Soutenu par le projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique, les apprenants de l'établissement Leader de demain ont reçu 8000 kits et matériel scolaire, 16 000 mètres de tissu kaki et 8000 paires de chaussures du partenaire Vinci Énergie, soutenu par le préfet du département du Mono, dont l'acte s'inspire du hautement social annoncé par le gouvernement. C'est un acte symbolique certes, mais c'est également une occasion pour saluer l'engagement de tous les partenaires de projet PADIS-P2E Vinci Énergie qui appuient les efforts du gouvernement pour offrir un meilleur avenir aux enfants du Bénin à travers ce vaste projet. Mesdames et messieurs, le projet PADIS-P2E est l'un des programmes phares de renforcement des infrastructures d'énergie électrique au Bénin. Il a pour objectif la réalisation des installations électriques bien conçues, durables, respectueuses de l'environnement et qui s'inscrit également dans la démarche de responsabilité sociétale de Vinci Énergie. C'est également ça, le hautement social annoncé par le chef de l'État. Il ne s'agira pas de distribuer de maison en maison de nourriture, mais également d'apporter une plus-value à l'éducation de nos enfants. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais ici de me retirer sans dire un mot
à l'endroit des bénéficiaires de ces kits, de ces chaussures, mais également de ces tissus de kaki. Pour le représentant du ministre de l'Énergie, l'éducation reste le socle de tout développement. C'est pourquoi, au nom de l'autorité ministérielle, il a exhorté les apprenants à plus d'ardeur au travail. Pour bâtir une nation, on a besoin essentiellement de deux choses. D'abord l'éducation et ensuite les moyens nécessaires pour pouvoir promouvoir le bien-être social et le développement. L'éducation d'une nation consiste à investir sur les enfants et les jeunes, parce que les enfants qui sont ici présents aujourd'hui sont nos leaders de demain. Nous l'avons bien compris, nous en sommes convaincus, et c'est ce qui justifie notre présence permanente sur le champ de l'éducation dans le cadre de ce vaste projet énergétique. Je voudrais remercier très sincèrement toutes les personnes affectées par le projet et tous les habitants des localités concernées pour l'accueil qui a été fait à ce projet et pour leur esprit d'ouverture, ce qui a permis de régler avec sérénité les problèmes liés aux impacts environnementaux et sociaux afin que les travaux s'exécutent diligemment. Ces kits permettront aux apprenants de mieux préparer la rentrée scolaire à venir, ont indiqué le maire de Comé et le représentant du ministre des Enseignements maternels et primaires. Un investissement que devront rentabiliser ces apprenants en étant assidus au travail. Mesdames, Messieurs, je vous informe que tout à l'heure, à partir de 21h, vous suivrez le débat du jeudi, le débat contradictoire de la rédaction. L'Union des professionnels des médias du Bénin, la guerre des intérêts, c'est une interrogation à laquelle les différentes parties essaieront de répondre tout à l'heure au cours de ce débat. Il y aura face à face les différents protagonistes à la crise qui secoue l'UPMB aujourd'hui au Bénin. Je vous reviens là-dessus dans quelques instants. Le temps de vous dire que la semaine du 12 au 16 septembre est celle consacrée à la pré-rentrée conformément au calendrier scolaire 2022-2023. Semaine retenue pour les préalables de la rentrée scolaire, notamment des nouveaux collégiens et des transferts qui, depuis quelques années, doivent aussi se faire impérativement pour être validés. Pourquoi cette disposition? Quels en sont les avantages? N'y aurait-il pas des inconvénients? Réponse dans ce reportage signé Ulrich Charles-Sogbakpe, Flavien Zoban. Pas grande affluence au collège d'enseignement général de Bigame et celui de Sourouléré à Akbakpa pendant cette semaine de pré-rentrée. Et pourtant, c'est une semaine consacrée à l'inscription de nouveaux élèves, traiter les cas de transfert d'élèves et d'autres éventuels réglages pour que tout soit fin prêt avant la rentrée proprement dite. Mais visiblement, c'est le calme plat. Juste quelques nouveaux collégiens en balade accompagnés de leurs parents prennent par ces établissements scolaires pour des informations. Les inscriptions ont commencé timidement et dans ce collège depuis le lundi 12 passé, conformément donc aux instructions du ministre. Et à l'interne, nous avons sorti des notes pour inviter les nouveaux élèves. Je veux parler des tout petits qui sont admis au certificat d'études primaires classés chez nous et ceux qui font les transferts pour venir s'inscrire également chez nous. Donc tous ce beau monde sont invités depuis le 12 pour venir s'inscrire, mais le constat est que bon, c'est timide pour le moment. Ce n'est pas encore la grande affluence. Il n'y avait pas l'affluence qu'on avait l'habitude de voir, tout simplement parce que la morosité de la vie fait que quand des gens viennent et vous leur dites il faut payer les 15 000 d'abord avant de commencer, ils vous dites qu'ils n'ont pas les sous. Et c'est souvent difficile. Les admis au CEP, ce sont eux qui viennent en grand nombre et les autres aussi qui effectuent des transferts entrants, des transferts sortants. Mais ça évolue quand même et ça se fait dans les règles de l'art.
dans les règles de l'art. C'est désormais de cette façon que se déroulent les transferts d'apprenants d'un collège à un autre depuis 2018 avec la mise en place d'EducMaster, une plateforme web de gestion de la vie scolaire des élèves. Au dire des responsables d'établissements rencontrés, aucun transfert n'est accepté s'il n'est fait en ligne. Au niveau des transferts, les choses se sont véritablement améliorées. Et avec l'avènement de l'EducMaster, c'est-à-dire la gestion automatisée de nos élèves, et ça nous rend énormément de services. Aujourd'hui, lorsque vous voulez quitter un établissement donné, à l'interne, il y a des pièces à mobiliser pour faire le transfert que nous appelons physique aujourd'hui. Et au même moment, on doit vous assurer que le transfert numérique est fait et que de l'établissement de départ sur EducMaster, on vous a transféré également dans l'établissement d'arrivée. Donc c'est ça, et c'est surtout le plus important. Lorsque vous atterrissez dans l'établissement d'accueil et qu'au contrôle, on constate que le transfert numérique n'est pas encore fait, on vous retourne votre dossier physique pour dire allez exiger ce transfert numérique-là. Cette mesure, au dire des chefs d'établissement, est une manière de mettre fin aux inscriptions frauduleuses et bulletins de notes falsifiés. Vous savez, malgré tout ce qu'on fait, le tripatouillage continue. Il y a des parents qui continuent toujours pas à encourager ça, pas à encourager la fraude. Vous imaginez, je reçois un parent ici qui me dit ma fille a déjà fait la 4e 2 fois et elle n'a pas pu réunir ce qu'il faut pour aller en 3e. Alors dis-moi ce qu'il te faut pour l'inscrire en 3e. Je dis mais que c'est pas possible. Il dit non, que chaque chose a son prix. De me dire ce qu'il faut et il va. C'est le lieu de féliciter vraiment les autorités qui ont pensé à cet outil pour que le système éducatif soit vraiment apuré de beaucoup de vilaines choses qui nous gênaient. Parce qu'avec EducMaster aujourd'hui, les faux bulletins ont presque disparu. Les faux dossiers de transfert ont vraiment presque disparu du système. Un processus plus sûr, mais plus complexe que ce qui se faisait. Pour cela, les directeurs d'école lancent un appel aux parents qui traînent encore les pas. C'est le moment d'exhorter les parents. On sait que c'est difficile. On sait que, alors les temps sont vraiment difficiles. Mais nous les exhortons à vite se dépêcher pour venir s'inscrire et permettre à leurs enfants de ne pas, à partir de lundi prochain, faire des rangs pour qu'on puisse régulariser leur situation. Les parents ont donc intérêt à remplir à temps les formalités en attente afin de permettre à leur progéniture d'avoir vite accès aux salles de classe pour ne rater les premiers cours de l'année qui peut leur porter préjudice. Mesdames, Messieurs, notre invité du jour, je vous l'annonçais, Franck Kenevant, expert en matière de décentralisation. Il est déjà là avec nous. Mais avant de le recevoir, je vous rappelle tout, vous pourrez suivre tout à l'heure à partir de 21h pour ou contre le débat contradictoire du jeudi. Pour ou contre le thème aujourd'hui, l'Union des professionnels des médias du Bénin, la guerre des intérêts, une interrogation à laquelle essaieront de répondre nos invités. Médis Agbenko, voilà, Médis Agbenko et Roger Avossez-vous. Ils appartiennent à différents camps qui s'affrontent autour de l'UPMB. Quel avenir pour l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin? Mesdames, Messieurs, c'est tout à l'heure à partir de 21h sur Golf TV Africa et Golf FM Africa. Prenez le rendez-vous. Franck Kenevant, bonsoir. Bonsoir. Comment se porte l'autorité expert en matière de décentralisation? Oh, je me porte très bien par la grâce de Dieu. C'est heureux de vous l'entendre dire. Franck Kenevant,
Les secrétaires exécutifs de nos mairies viennent de faire 100 jours d'exercice de leurs fonctions. Mais avant, c'était quoi l'objectif de cette réforme ayant conduit à l'installation des secrétaires exécutifs dans nos mairies? Merci beaucoup. Bon, généralement, c'est le volet secrétaire exécutif qui intéresse tout le monde. Mais globalement, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation vise plusieurs objectifs, notamment la séparation des fonctions techniques, administratives avec les fonctions politiques. C'est ça qui a même amené les secrétaires exécutifs à prendre place pour assumer une partie des responsabilités des maires et une partie et la totalité, disons, des responsabilités des secrétaires généraux qui étaient dans nos mairies. Ensuite, il y a un volet important de transfert de ressources aux collectivités territoriales. Il y a aussi, disons, un volet qui permet vraiment de créer la verticale au niveau des services de l'État, au niveau, disons, des investissements de l'État depuis le gouvernement central jusqu'au niveau des arrondissements, en passant par les préfectures et les secrétaires exécutifs qui constituent aujourd'hui des relais sûrs par rapport aux services que l'État fournit concomitamment avec les collectivités territoriales. Il y a aussi cette question de ressources humaines dont les collectivités territoriales avaient besoin et donc la réforme a permis d'améliorer le niveau de ressources humaines au niveau des collectivités territoriales. Et disons que globalement, on est aujourd'hui dans une décentralisation où les collectivités territoriales doivent avoir une ressource humaine de qualité, ne serait-ce qu'au sommet de la pyramide administrative. C'est vrai qu'au niveau intermédiaire et à la base, il y a encore des efforts à fournir. Ensuite, les ressources financières. Parce que si vous avez des dizaines de compétences et que vous n'avez pas les ressources financières, vous ne pouvez rien faire. Donc, il y a l'introduction du fonds d'investissement communal qui va être une version améliorée du fonds d'appui au développement communal, en ce sens que avec le FIC, on aura en plus des ressources de l'État, les ressources des partenaires et aussi les collectivités territoriales peuvent aller sur le marché financier pour lever des fonds en groupe ou individuellement selon l'orientation, les choix, les options que le gouvernement va retenir sur ce volet-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les intercommunalités, il y a une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique devrait permettre d'avoir une meilleure qualité des services sociaux de base et, disons, un développement économique plus harmonieux. Parce que si nous regardons le Bénin, il y a quand même des déséquilibres. Tout le monde veut aller dans les villes, notamment Cotonou, Abomey-Calavi, Parakou, Porto-Novo, Boïko. Donc ces villes-là, c'est parce qu'il y a un niveau de service supérieur par rapport aux autres localités. Donc, si nous travaillons convenablement dans cette nouvelle dynamique, on peut supposer que dans 2-3 ans, on puisse améliorer les services sociaux de base, les questions de logement, les questions, disons, d'équipement marchand, les questions de salles de classe, les questions de centres de santé, les questions de dessettes, de pistes rurales, les questions d'accès à l'eau potable, les questions de téléphonie, les questions d'Internet. C'est vrai que ces deux sujets ne relèvent pas de la compétence des communes, mais chaque maire, chaque secrétaire exécutif doit se battre pour que, si on constate qu'un réseau de téléphonie mobile ne couvre pas une localité du territoire d'une commune, qu'on puisse signaler ça au réseau ou, à défaut,
à l'autorité de régulation, ACEP, pour que le nécessaire soit fait. Donc, il y a, disons, on est en train de réunir, en théorie, les conditions pour que les collectivités territoriales puissent démarrer sur le plan du développement durable. Franck Ekenevor, les secrétaires exécutifs viennent de passer les 100 jours d'exercice de leurs fonctions. Et quel bilan, selon vous, peut-on déjà faire? Bon, je pense que généralement, quand il y a une réforme, on est plus focalisé sur ce qui ne marche pas. Donc, on sait que des secrétaires exécutifs ont raté leur entrée, n'ont pas bien compris leur mission, n'ont pas bien collaboré avec les maires. On sait que cela s'est passé peut-être dans 10, 15, 20% des communes. Mais globalement, les secrétaires exécutifs ont été installés. Les communes ont fait, les maires ont fait le nécessaire pour que les bureaux soient même aménagés, pour que les secrétaires exécutifs trouvent un minimum de confort pour bien travailler. Les secrétaires exécutifs ont pris les dossiers en main, surtout avec les collaborateurs, les responsables à divers niveaux qui ont été déployés aussi à la suite des secrétaires exécutifs. Et donc, il y a même des secrétaires exécutifs qui s'affairent actuellement pour l'élaboration de la 4e génération du plan de développement communal. Et donc, il y a, disons, c'est vrai, ça a été laborieux parce que, disons qu'en amont, le profil a été ouvert. On n'a pas resserré le profilage pour insister véritablement sur ceux qui ont la gestion des collectivités territoriales, mais c'était un peu ouvert. Et donc, il y a des secrétaires exécutifs qui ont cherché leur marque. Peut-être il y en a qui continuent de chercher leur marque. Après 100 jours. Après 100 jours, ce qui est normal parce que lorsqu'on regarde de loin une collectivité territoriale, on pense que c'est facile à manœuvrer. Non, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intérêts. Il y a les élus d'un côté, il y a les cadres, le personnel administratif, il faut gérer tout ça. Donc, ce n'est pas facile. En bonne intelligence. Et disons que l'environnement, parce que si la réforme a été actée, c'est aussi parce qu'il y avait un climat de forte politisation au niveau de l'administration locale. Et cette politisation qui a commencé par les élus locaux, les élus communaux, a déjà gangréné beaucoup d'administrations communales. Et donc, les secrétaires exécutifs qui ne sont pas du milieu, qui ne sont pas au parfum de ces réalités, doivent marcher comme sur des œufs, le temps de prendre la mesure de la réalité de la commune, de l'administration communale, afin de ne pas faire d'erreur. Parce que si les secrétaires exécutifs qui sont envoyés dans les communes un peu pour régler les problèmes, parce que il est difficile de demander à un élu, à un maire, de savoir gérer les finances, de savoir faire la planification, de savoir, de connaître, disons, le génie civil, etc. Tout ça, on ne peut pas demander ça à un maire. C'est pour cela que le secrétaire exécutif est là, avec des collaborateurs, pour aider, disons, l'administration communale à atteindre les objectifs que le maire et les élus ont fixés. Donc, à partir de ce moment, je pense que ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, mais ils finiront par trouver leur vitesse de croisière. Cela veut dire qu'en définitive, on ne peut pas encore faire un bilan exhaustif de ces 100 jours, mais dans 20% des cas, certains secrétaires exécutifs sont parvenus à prendre leur marque, d'autres titubent encore, d'autres sont encore à la traîne. Oui, vous savez, travailler dans un environnement difficile, parce que la réforme, la manière dont la réforme a été expliquée aussi, a créé des frustrations au niveau des maires. Et donc,
tous les maires n'ont pas compris que c'est véritablement pour les accompagner, du renfort à atteindre leurs objectifs que le gouvernement a envoyé. Des maires ont été méfiants, des maires sont encore méfiants par rapport au secrétaire exécutif. Parce que, après tout, le secrétaire exécutif est en contact direct avec l'État central. Normalement, non. Le secrétaire exécutif est un interlocuteur des services déconcentrés de l'État sur des questions données, mais il relève de la mairie, il est un agent de la mairie, il relève donc du maire qui l'a tiré au sort, c'est vrai, le sort c'est le sort, mais c'est le maire qui l'a nommé aussi. Et donc le maire préside le conseil de supervision qui va évaluer chaque année le rapport de performance du secrétaire exécutif. Donc disons que le secrétaire exécutif, il n'est pas un représentant de l'État. Au contraire, c'est le maire qui est représentant de l'État sur le territoire de sa commune. Donc, mais tel que ça avait été expliqué, les uns ont dit « Ah, on a arraché, disons, les fonctions d'ordonnateur au maire, on a fait ceci, on a limité les pouvoirs du maire, etc. » Donc, du coup, les maires, certains maires, effectivement, ont mal pris l'arrivée des secrétaires exécutifs. D'un autre côté aussi, certains secrétaires exécutifs n'ont pas bien compris leur mission. Leur mission, ce n'est pas d'aller contre le maire, ce n'est pas d'aller défier le maire, parce que la période dont vous parlez, c'est une période transitoire simplement parce que l'organe qui va permettre à ces deux autorités, le maire et le secrétaire exécutif, d'avoir un cadre de concertation, de dialogue et de décision, l'organe n'a pas été installé, si ce n'est le début de cette semaine. Le conseil de supervision. Le conseil de supervision. Donc, on était dans une période transitoire où le secrétaire exécutif doit travailler avec le maire directement, ce qui n'était pas dans l'esprit de la réforme. Dans l'esprit de la réforme, c'est que le maire et tous les élus, adjoints au maire, chefs d'arrondissement, simples conseillers, sont cantonnés dans un rôle politique, dans un rôle de délibération. Et le secrétaire exécutif est aussi cantonné avec le reste de son administration dans une mission technique, loin de toute manœuvre politique. Alors, donc, quand vous avez deux autorités comme ça, dans des relations étanches, il était nécessaire d'avoir un cadre, disons, où les uns et les autres, les techniciens, réfléchissent et proposent, et les élus regardent si c'est dans la vision de ce qu'ils souhaitent pour leur commune. Et donc, cet organe n'a pas existé pendant les 100 premiers jours de fonctionnement des secrétaires exécutifs. Donc, c'est maintenant que les secrétaires exécutifs vont retrouver l'interlocuteur institutionnel que le Code de l'administration territoriale a prévu. Et à partir de maintenant, il y aura un cadre où, disons, les échanges seront mieux formalisés. Et donc, on n'aura plus, en tant que secrétaire exécutif, on n'aura plus à discuter forcément directement avec le maire. Mais ce qui est important, c'est que les uns et les autres comprennent leur mission. Le secrétaire exécutif, la loi l'a protégé. J'ai dit au moment où la réforme a été lancée que le secrétaire exécutif est surprotégé, à mon avis. Le secrétaire exécutif a beaucoup de pouvoir. À mon avis, un peu trop de pouvoir, parce que c'est pas facile, quand on a beaucoup de pouvoir, dans un environnement, entre guillemets, difficile, on ne se lâche pas comme ça,
on est prudent, on veut comprendre, on veut cerner les choses avant d'avancer. Donc, ça peut être des facteurs qui limitent la performance des secrétaires exécutifs. Donc, je pense que le secrétaire exécutif a une mission a priori claire. Lorsque les élus, lorsque le maire, les adjoints au maire, les chefs d'arrondissement, le conseil communal se réunissent et décident, avant, c'était sous l'autorité du maire que c'était exécuté. Désormais, l'exécution sera sous l'autorité du secrétaire exécutif qui dispose de l'administration communale pour le faire. Donc, si chacun comprend son rôle et comprend qu'on ne peut pas être numéro 1, numéro 2 dans une commune et ne pas travailler ensemble, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Franck Kenevo, vous parliez justement du conseil de supervision. L'installation de conseils de supervision dans certaines localités, dans certaines communes, a donné lieu à des conflits qui pouvaient facilement dégénérer. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Non, je pense que lorsqu'il y a des circonstances particulières, on doit comprendre qu'il faut faire attention. Moi, j'ai compris un peu l'esprit dans lequel le gouvernement a fait un choix. C'est-à-dire, le conseil de supervision devrait être installé au même moment que le conseil communal ou, à défaut, à la session la plus proche. Donc, une session extraordinaire ou la session ordinaire qui suit. Oui. Mais nous sommes dans un cas où ce n'est pas possible parce que les conseils qui sont en place ont été installés en 2020. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a fait un choix. Disons qu'il y a des présidents de commission qui avaient été élus en 2020. Mais la réforme a ajouté, parmi les commissions permanentes prévues par la loi 97-029, le Code de l'administration territoriale a ajouté une 4e commission. Donc, l'idée du gouvernement a été de demander aux partis politiques majoritaires dans la commune de désigner les présidents de ces commissions comme la loi permet aux partis politiques majoritaires ou en accord de gouvernance de désigner le maire, de désigner les adjoints au maire et de désigner les chefs d'arrondissement. Donc c'est cette interprétation extra large du gouvernement que certains n'ont pas approuvé, apprécié, et donc cela a donné lieu à un certain nombre de polémiques, mais au lieu de polémiquer, il faut chercher les voies de recours qui existent en de pareilles circonstances, à mon avis. Cela ne... vous savez, lorsque un acte administratif est posé, il demeure valable jusqu'à ce qu'une autorité judiciaire en décide autrement ou que l'auteur décide de rapporter, de l'abroger ou pas. Donc, je pense que nous devons évoluer dans une logique de soumission à l'état de droit. Et à partir de ce moment, chacun est libre de formuler les recours qu'il veut, mais l'interprétation du gouvernement, le choix du gouvernement a été opérationnalisé dans toutes les communes. Donc les partis qui se plaignent dans une commune A en ont bénéficié dans une commune B, par exemple. Donc je pense que c'est une question de droit, c'est une question d'interprétation, et ça, je pense qu'il y a des instances pour poser ces questions-là. Monsieur Franck Kenevo, à l'entame ou jusqu'à encore il y a un mois, certains élus locaux
Non, certains secrétaires exécutifs et même certains collaborateurs dépêchés par le gouvernement pour servir avec eux ont démissionné. Une vague de démissions. Expliquez-nous un peu. Vous êtes sûr qu'il y a eu une vague de démissions? Oui, ils ont démissionné. Certains ont démissionné. Je sais apprend ça ici, le lendemain on apprend là-bas, après demain. Non, je pense qu'officiellement, à part quelques désistements avant la nomination. J'ajoute les désistements. Bon, je pense que certains se sont désistés avant même d'être nommés. Donc, dans ce cas, il ne s'agit pas d'une démission. Mais après leur prise de fonction, je pense qu'il y a eu quelques rares démissions, notamment une démission à Bokoumbe et, disons, il a été mis fin aux fonctions d'un autre secrétaire exécutif. Donc, les deux là ont fait l'objet d'un nouveau tirage au sort et les remplaçants sont connus désormais. Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Lorsque vous regardez un poste de loin et que vous n'avez pas l'expérience de ce milieu-là, vous pouvez vous tromper. Et donc, ça peut ne pas être ce que vous espériez au moment où vous y alliez. Et donc, à partir de ce moment, la possibilité est toujours donnée à un cadre de démissionner, de se retirer. Mais il n'y a pas de vague de démission. Lorsque on met fin à vos fonctions, oui. D'abord, quelle est l'autorité? C'est toujours le maire qui peut mettre fin aux fonctions du secrétaire exécutif? Le maire peut déclencher ça. Mais le préfet aussi, oui, le préfet aussi peut le faire. Mais quand le maire déclenche, il doit avoir l'approbation du préfet. Donc il y a une session du conseil de supervision à laquelle le préfet est invité. Donc le conseil de supervision décide et le préfet décide. Si les deux décisions vont dans le même sens, c'est bon. Le maire destitue le secrétaire exécutif. Mais si le préfet est contre, c'est que l'initiative est suspendue, considérée comme n'avoir jamais existé. Donc, on peut révoquer, on peut mettre fin aux fonctions d'un secrétaire exécutif avant la fin des 5 ans de mandat, aussi pour insuffisance de résultats, parce qu'il est prévu des rapports mensuels et un rapport annuel de performance. Donc, c'est des cadres de hauts fonctionnaires communaux, mais qui sont enfermés dans l'obligation quand même de résultats, le minimum au moins pour que le conseil de supervision puisse valider la suite de leur mission. Alors, le pourcentage d'atteinte des performances devrait être combien pour ne pas se voir remercier? Non, il n'y a pas... c'est une question d'appréciation qui est laissée à la discrétion des membres du conseil de supervision. Donc, lorsque chaque année... Mais disons que cette année est une année transitoire. Parce que il n'y avait pas les documents, disons le plan de travail annuel, le PAI, tout ça là, le budget même était déjà en place avant l'arrivée des secrétaires exécutifs. Donc ce n'est qu'en 2023 que les secrétaires exécutifs vont mettre un peu leur empreinte à l'élaboration du budget, pour certains à l'élaboration du plan de développement communal et de tous les documents de planification. Donc c'est en ce moment qu'on peut évaluer véritablement les secrétaires exécutifs. Maintenant, l'évaluation, c'est une question de satisfaction. On peut réaliser 80% du plan annuel d'investissement, du plan de travail annuel. Être satisfait, et les élus ne seront pas satisfaits. Mais on peut être autour de 50-60%. Et il y aura... Même 30%?
Non, je pense que le minimum, c'est quand même 50%. Il faut être au-dessus de la moyenne pour espérer une bonne appréciation quand même. Franck Keneva, l'information qui nous est parvenue, l'autre information est que certains secrétaires exécutifs qui ont véritablement commencé par appliquer la loi se sont aperçus qu'avant qu'ils ne viennent des détournements, des malversations et autres seraient passés par là. Et certains élus locaux, certains responsables administratifs se seraient rendus coupables de ces actes-là. Et que Bienco est responsable administratif de certaines localités et élus locaux en répondront devant les tribunaux. Vous en êtes informé aussi? Non, vous n'en êtes pas informé? Non, je pense... Des contrats impossibles qu'on ne devrait jamais passer. Je pense que... vous n'en êtes pas du tout informé. Tel que présenté, oui, ça devrait alarmer tout le monde, mais moi, je ne suis pas alarmé. Pourquoi? Parce que... Donc, cela veut dire que vous en êtes informé, mais vous ne voulez pas vous en alarmer. Vous savez, oui, la gestion d'un maire, avant même les secrétaires exécutifs, la gestion d'un maire est tellement contrôlée que je me permets de dire que c'est le niveau le plus contrôlé, le mieux contrôlé au niveau de tout ce qui est public au Bénin. À part les collectivités territoriales, vous ne verrez nulle part ailleurs ce niveau de contrôle. D'abord, pour que le maire fasse quelque chose au moment où il était organe exécutif, il faut que le conseil communal délibère, décide. Ensuite, dans la mise en œuvre, il y a le trésorier communal, le receveur-percepteur, qui est là, qui fait son contrôle. Il y a le délégué, disons, du contrôleur financier, son représentant dans la commune, qui intervient dans cette chaîne de dépenses. Il y a maintenant l'autorité de tutelle, le préfet, qui intervient. Tous les marchés vont à la préfecture. Tout ce que la commune fait est... le préfet reçoit copie ou ampliation ou même est destinataire pour les questions de tutelle, d'approbation et autres. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, le compte administratif va venir. Le compte administratif sera délibéré par le conseil communal, ira encore à la préfecture. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les citoyens peuvent juste, par le mécanisme d'une pétition, demander des comptes rendus sur telle ou telle gestion. Donc, je pense que ça, c'est le niveau local. Si nous allons au niveau gouvernemental, il y a l'inspection générale des affaires administratives qui peut décider d'auditer n'importe quelle commune. Il y a l'inspection générale des finances qui audite les communes. Il y a les partenaires techniques et financiers qui ont mis en place des ressources au niveau du FADEC qui ont la possibilité aujourd'hui, l'audit par rapport à ces partenaires est organisé et c'est conjointement avec les corps de l'État que c'est fait. Donc, il y a tellement de contrôle que ce que vous dites ne peut pas être possible même avant l'arrivée des secrétaires exécutifs. Mais par contre, il y a des irrégularités, il y a des questions de mauvaise gouvernance. Lorsque vous prenez les rapports d'audit FADEC qui sont publiés, vous verrez qu'il y a des irrégularités dans la gestion des communes. Vous verrez aussi que par rapport à 2009-2010, où le FADEC a été institué, il y a une amélioration de la gestion au niveau des collectivités territoriales. Donc, pour moi, il y a un processus qui va en s'améliorant au niveau des collectivités territoriales, même si des poches de mauvaise gouvernance restent vraiment à déplorer. Donc,
Monsieur l'information... Lorsque vous parlez de mauvaise gouvernance, nous parlons de la même chose. Et si toutes ces structures que vous venez de citer et qui contrôlent constamment la Cour des comptes. Bon. Voilà. Maintenant, toutes ces structures qui contrôlent et puis... Et l'Assemblée nationale aussi, qui diligente des commissions d'enquête parlementaire. Donc, et toutes ces structures qui contrôlent et au bout du rouleau, on s'aperçoit encore de la mauvaise gestion, n'est-ce pas là une complicité à tous les niveaux de mauvaise gouvernance? Pour mauvaise gouvernance en tout cas, juste pour vous permettre de conclure cet entretien. Non, je pense que ce qui se passe au niveau des collectivités territoriales n'est pas forcément différent de ce qui se passe dans les autres administrations. Ce que je dis, c'est qu'au niveau des collectivités territoriales, il y a au moins beaucoup de regards croisés qui permettent de relever ces insuffisances-là et l'arrivée des secrétaires exécutifs. Ne l'oublions pas, c'est justement pour que les questions de procédure, parce que vous pouvez être en porte-à-faux avec les procédures et c'est fini, vous avez mal géré les ressources. Encore qu'il y en a qui rentrent dans des cas vraiment de malversation. Mais les secrétaires exécutifs sont arrivés avec, disons, des cadres chevronnés, personnes responsables des marchés publics qui ont un profil. Les directeurs, les services techniques qui travaillent sur les DAO et autres, où c'est des cadres d'un certain niveau, la planification locale, les systèmes d'information. Donc, tous ceux-là, ensemble avec les secrétaires exécutifs, doivent pouvoir améliorer la qualité des dépenses au niveau local. Donc, c'est justement parce que la gouvernance, malgré tous les regards croisés sur la gestion des communes, la gouvernance n'est pas encore au top niveau que le gouvernement a décidé d'envoyer ses ressources humaines avec des outils, des manuels de procédure, etc. Donc, il y a aussi un travail très important que fait l'autorité de régulation des marchés publics. On était dans une commune la semaine passée où la personne responsable des marchés publics disait à un prestataire, écoute, moi, je ne veux pas me retrouver devant l'autorité de régulation des marchés publics parce que maintenant, c'est des sanctions, jusqu'à 5 ans de suspension d'activité en relation avec les marchés publics. Donc, il y a tous ces corps de contrôle, il y a ces ressources humaines qui sont maintenant en place dans la plupart des communes. Donc, je pense que fondamentalement, leur objectif, et on va pouvoir apprécier après la gestion de 2023, quand les audits vont sortir, on va pouvoir apprécier comment cette ressource humaine a contribué à améliorer la gestion au niveau de nos collectivités territoriales. Je pense que nous devons être tournés vers l'avenir et travailler à ce que cette dynamique que le gouvernement met en place, malgré les grains de sable qu'on peut observer, il faut quand même que tout le monde se mobilise pour qu'on puisse évaluer dans les meilleures conditions. Parce que si vous faites une réforme et que l'environnement, l'hostilité de l'environnement n'a pas permis aux acteurs de ces réformes de mieux s'exprimer, on ne pourra pas évaluer avec objectivité ce travail-là. Franck Kenevan, expert en décentralisation, je vous remercie. Merci à vous aussi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Au cœur d'une grosse polémique sur les réseaux sociaux depuis la sortie de son nouveau single en hommage à la présidence de la transition du Mali, Ali Chakone a finalement rompu le silence. Énergie en Afrique du Sud, on en parle, une crise énergétique profonde. Gulf TV Africa vous en parle ce soir.
Le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général des Nations Unies ont discuté par téléphone de la crise alimentaire actuelle. Ils ont partagé l'avis que les exportations de nourriture vers l'Afrique et au Moyen-Orient constituaient une priorité. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au siège de l'information. Nous abordons là la deuxième grande partie de l'actualité hors de nos frontières. Au cœur d'une grosse polémique sur les réseaux sociaux depuis la sortie de son nouveau single, en hommage à la présidence de la transition du Mali, la diva ivoirienne Aïcha Koné a finalement rompu le silence. Dans une entrevue, la chanteuse qui a fêté ses 45 ans de carrière a expliqué les raisons qui justifient son choix. Suivez. La diva ivoirienne Aïcha Koné apporte son soutien au gouvernement de transition au Mali et au président Assimi Goïta à travers son nouveau single. Visiblement ébloui par sa lutte panafricaine, sa politique et son mode de gouvernance. J'ai de l'admiration pour Assimi Goïta parce que c'est un africaniste et il a osé. Moi, j'admire des gens comme ça, qui préfèrent dire haut ce que certains pensent bas. Il se bat pour son autonomie et je pense que ça concerne tout bon Africain qui devait comprendre quand même le sens du combat du Mali et de Assimi Goïta. Dire haut ce que certains auraient envie de dire, c'est pas donné à tout le monde. Assimi l'a fait. Voilà ma chanson pour Assimi. Je chante quelqu'un qui est panafricain. Et ça, je l'ai vu en Assimi Goïta. La bataille, le combat qu'il mène, c'est pour nous les Africains. Assimi Goïta, À peine publiée, la chanson suscite de réactions mitigées vu le contexte où elle intervient. Face aux critiques, la diva est sortie de son mutisme. Ce n'est pas la première fois que je chante des personnalités. Assimi Goïta, on a la même vision, panafricanisme. C'est pour ça que je l'ai chanté. Il en est de même pour pas mal de personnalités que j'ai eu à chanter en Afrique. Alors que les gens ne voient pas ça autrement, attribuer ça. Non, je ne connais pas l'histoire, le problème des 46 militaires qui sont retenus là-bas. Mais je prie Dieu que les négociations qui se font aboutissent à une fin heureuse pour nous tous. Mais ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire, j'aime bien ma patrie, j'aime bien les soldats, l'armée ivoirienne. Je suis fier de cette armée-là. Je la connais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je la chanterai. Et puis moi, on ne me dit pas, fais ça. Ça me vient et je le fais. Assimi Goïta, fierté de l'Afrique, un modèle pour la jeunesse africaine, c'est l'essentiel du message contenu dans le nouveau single de la diva Aïcha Koné, qui partage la même vision panafricaine que le président Assimi Goïta. Assimi Goïta, Lanila, Jaya Benima, Imasila. Assimi Goïta, Toye Sanale Atesignana, Nankamade, Baby Baboro. Aïcha Koné, la panafricaniste, que Dieu l'accompagne dans ses œuvres.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a installé ce mercredi après-midi le comité de rédaction d'une nouvelle constitution pour son pays, composé d'une 50aine de personnalités. Elles ont 3 mois pour proposer le nouveau texte de la loi fondamentale. Suivez. Le comité de rédaction de la nouvelle constitution est composé d'une 50aine de personnalités devant refléter la société centrafricaine. Elles ont 3 mois pour proposer un nouveau texte fondamental. Les principales formations d'opposition ont toutefois refusé d'y participer, de même que l'Église catholique. Et la Cour constitutionnelle poursuit l'examen des recours contre la formation de ce comité. Mais mercredi, devant les députés, le gouvernement et les représentants d'institutions, le chef de l'État a déclaré se plier aux revendications du peuple et estimer qu'aucune institution n'avait le pouvoir de se dresser devant la souveraineté populaire. Fidèle à mon engagement républicain, je ne saurais rester insensible à la demande pressante de mon peuple de se doter d'une nouvelle loi fondamentale, a déclaré Faustin Archange Touadéra. La Constitution du 30 mars 2016 ne confère ni au président de la République ni à une autre institution le pouvoir de se dresser devant la souveraineté populaire, de limiter ou d'empêcher l'exercice de cette souveraineté. J'ai noté que la majorité de nos compatriotes estime que notre corpus juridique ne doit pas être immuable, il doit s'adapter. Le président centrafricain a également dit se réjouir du caractère inclusif du comité de rédaction de la nouvelle constitution, appelé à proposer au peuple centrafricain un nouveau fondement de l'État, une norme suprême, une source de légitimité, une nouvelle organisation des pouvoirs publics, reflétant nos us, coutumes, l'évolution de notre société et du monde. Le ministre sud-africain des Ressources minérales et de l'énergie, Gwede Mantashe, a dévoilé une nouvelle réglementation visant à fournir davantage d'électricité au réseau dans le but de lutter contre le délestage. La nouvelle réglementation a été adoptée pour consultation publique début septembre, permettant de concrétiser les interventions annoncées par le président Cyril Ramaphosa. C'était en juillet dernier pour régler la crise énergétique. On fait le point. Le gouvernement prévoit des incitatifs pour les producteurs d'électricité et devrait remédier aux graves lacunes du pays. Ce qui est important est de supprimer complètement la nécessité pour les nouvelles installations de production d'électricité d'être munies d'une licence de la part du régulateur. Dans le passé, il y avait un gros goulot d'étranglement qui avait été changé plus tôt cette année, je pense à 100 MW. Ainsi, les familles, jusqu'à 100 MW, n'avaient plus besoin de licence. Et maintenant, cela a été complètement supprimé. Les modifications législatives peuvent se produire relativement rapidement, ce qui n'est pas le cas pour le développement de projets énergétiques. Ce ne sont généralement pas des articles prêts à l'emploi, il faut les fabriquer sur mesure et compte tenu de la crise énergétique mondiale, actuellement, en particulier en Europe, nous sommes tous assis sur la même chaîne de valeur d'approvisionnement. Et c'est pourquoi nous disons au moins 2 ans, cela peut aller jusqu'à 3 ans. Le projet de loi est un pas dans la bonne direction selon les analystes, mais il reste encore beaucoup à faire. Le plus gros problème, par exemple, pour les mines, est que tout ce qu'elles installent doit toujours se conformer au code du réseau. Si une centrale solaire, par exemple, se trouve sur leur propre terrain et qu'elle alimente leur installation directement, cela enlève une autre étape afin qu'il n'ait pas besoin d'une exigence de roulement. Le pays fait face à un énorme défi énergétique qui va nécessiter un engagement total de chacun. Nous avons besoin du secteur privé, nous avons besoin d'ESCOM, nous avons besoin que les municipalités soient toutes impliquées dans le processus et nous avons besoin que nos citoyens ordinaires jouent également leur rôle. Sinon, nous pourrions nous retrouver dans une situation désastreuse. Les experts en énergie disent que ce n'est pas le document final et que d'autres modifications et changements sont probables. Les analystes suggèrent qu'il est temps pour le gouvernement de se retirer et de laisser le secteur privé continuer à produire de l'électricité. Le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont discuté par téléphone de la crise alimentaire actuelle. Ils ont partagé l'avis que les exportations de nourriture vers les pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine constituaient la priorité. On fait le point.
Le président russe Poutine et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres se sont mis d'accord que les exportations de nourriture vers les pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine constituaient une priorité. La semaine dernière, Vladimir Poutine avait déclaré que seuls 3% des céréales ukrainiennes avaient été exportées vers des pays en développement. Il avait alors ajouté que la Russie était disposée à offrir gratuitement aux pays au développement les engrais bloqués dans divers ports européens. Suite à cet entretien téléphonique, M. Guterres a déclaré que supprimer les obstacles pour permettre l'exportation d'engrais russes était, selon ses propres mots, absolument essentiel. Nous avons discuté des obstacles qui continuent d'exister en ce qui concerne les exportations d'aliments et d'engrais russes. Supprimer les obstacles qui existent toujours eu égard aux exportations d'engrais russes est absolument essentiel à l'heure actuelle. Et voilà, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, qui va mettre un terme à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis. Merci à notre invité de ce soir, l'expert en décentralisation Franck Kenevon, qui nous a fait un bilan des 100 jours de la fonction de secrétaire exécutif passé au niveau des communes. Retenez aussi que tout à l'heure, à partir de 21h, vous pourrez suivre pour ou contre le débat contradictoire du jeudi soir, ayant pour thème Union des professionnels des médias du Bénin, la guerre des intérêts. Une question, une interrogation à laquelle nos invités essaieront de trouver des réponses. Vous aurez en face à face deux protagonistes de la crise actuelle qui secoue l'Union des professionnels des médias du Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir, chers.